Bonsoir à tous et bienvenue. Des populations du quartier Mputo dans la commune de Cocody, non loin du centre Solbeni, ont été déguerpies ce matin. Cela fait suite à une décision de justice. Entre surprise et désolation, des victimes en appellent à la solidarité de l'État pour les reloger. L'Organisation mondiale de la santé renforce son appui sanitaire en Côte d'Ivoire. L'OMS a remis aujourd'hui 9 véhicules et des équipements de réanimation de pointe, valeur du don, plus de 200 millions de francs CFA, réceptionnés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et puis, ça y est, c'est fait. L'Ivoirien Jacques Anouma vient de voir sa candidature définitivement retenue par la commission de contrôle de la Fédération internationale de football association, la FIFA. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football sera face à 4 candidats dans la course. Tout de suite, direction le quartier Mputo dans la commune de Cocody, non loin du célèbre complexe sportif Solbeni. Sur place, des populations ont été déguerpies ce matin. Cela fait suite à une décision de justice au profit d'un opérateur économique qui aurait acquis le site. Entre surprise et désolation, des victimes en appellent à la solidarité de l'État pour les reloger. Le point avec Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedo. Abidjan-Cocody, quartier Mputo. Ce site qui accueillait des maisons en baraques communément appelées sikobois, pour la plupart, est en train d'être rasé. Il s'agit de l'exécution d'une décision de justice au profit d'une entreprise privée qui aurait acquis le site il y a quelques années. Des habitants se disent surpris. On n'a pas été prévenus. C'est pas, en tout cas, ce qui s'est visité avec madame, elle est enceinte et tout ça. C'est pas tout d'un coup on dit la gendarmerie est là. On voit les cargos engarés et les caterpillars que vous voyez là, ont commencé par se mettre en position. Donc on a vu les corps habillés faire un rassemblement. Je crois qu'ils ont reçu des directives. Après les directives, ils ont commencé par nous demander de sortir des maisons. En même temps, avec ce qu'on peut prendre. C'est-à-dire ce qu'on peut prendre maintenant, de sortir avec. Parce qu'eux, ils sont venus pour une mission. Il faut que tout cela soit détruit tout à l'heure. Les caterpillars ont tout détruit. Ce matin, il ne sait pas ce qui s'est passé. On nous appelle pour dire que venez ramasser vos bagages, on vous chasse. On va où? On dort où? Il y a de nos cautions. 150 000 pour une baraque. C'est le locataire, lui qui m'a mis dans la maison, je suis en train de chercher comme ça. On n'a pas dit nous, lendemain ou bien demain, on n'a rien dit. Donc aujourd'hui, on a fait sortir bagage. Voilà, on est dans le soleil comme ça, il n'y a rien. On ne sait pas où on va dormir, c'est vrai. C'est ça, je suis dans le soleil maintenant. Les responsables de cette église refusent de se plier malgré les échanges entre les huissiers, les forces de l'ordre et les religieux. Aucun terrain d'entente. La machine se met en branle. Le contenu de ce lieu de culte n'échappe pas. Dans la débandade, on essaye de sauver ce qu'on peut. Bien vrai que nous avons été prévenus depuis longtemps, depuis pratiquement une année, on s'est dit qu'on allait avoir une mise en demeure, en bonne et due forme, peut-être 48 heures pour sauver tous nos affaires. On n'a même pas eu le temps de sauver nos activités. Tout est parti, le peu qui reste, surtout les tôles, sont en train de les ramasser. Nous souhaiterons que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, puisse quand même se pencher surtout par la population. Aujourd'hui, ça fait partie. Nous avons des enfants, nous avons des petits frères qui sont ici, qui partent à l'école. Comment les loger toute cette population afin que ces enfants puissent partir à l'école. Et nous aussi, à notre niveau, voir dans telle mesure, chacun de nous peut être dédommagé de telle manière, en plus aller investir ailleurs. Les responsables du village et les huissiers commis à l'exécution de la décision de justice n'ont pas voulu s'exprimer face à la caméra. L'Organisation mondiale de la santé renforce son appui sanitaire en Côte d'Ivoire. L'OMS a remis aujourd'hui 9 véhicules et des équipements de réanimation, dont des respirateurs et des oxymètres, qui mesurent en temps réel le niveau d'oxygène dans le sang. Valeur du don, plus de 200 millions de francs CFA réceptionnés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Yeli Traoré, Tanguy Conan. 9 véhicules de type 4x4 et des équipements de réanimation dont des respirateurs et des oxymètres, appareils mesurant le taux d'oxygène dans le sang, d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. C'est le don effectué par l'Organisation mondiale de la santé au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique afin de renforcer les capacités de mobilité des directions régionales de la santé. D'autant que le pays, à l'instar du reste du monde, fait face à une résurgence de la maladie à coronavirus. En appui aux efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la Covid-19,
l'OMS poursuit la mobilisation des ressources auprès des partenaires de la santé. Et allié à votre leadership, l'OMS et les partenaires clés de la réponse à la COVID-19 ont mis le cap sur la décentralisation. C'est dans cette optique et avec un financement de la Banque mondiale, à qui, grâce à votre plaidoyer, Monsieur le ministre, que l'OMS apporte un appui depuis bientôt 3 mois à 100 districts sanitaires dans tous les domaines de la réponse sanitaire à la COVID-19. Le ministre de la Santé a, au nom du gouvernement, remercié l'OMS pour ses dons qui arrivent à point nommé. C'est un grand soulagement pour moi, pour nous tous, acteurs de la santé, d'avoir à réceptionner ces véhicules au compte de nos établissements de soins au moment où les besoins continuent d'être ressentis. À la date du 26 janvier 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 27 237 cas confirmés de Covid-19, dont 25 196 personnes guéries et 147 décès. Dans 40 jours sera célébrée la Journée internationale de la femme qui se tient tous les 8 mars. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a opté pour le pagne comme l'un des symboles clés de cette célébration internationale. Pour 2021, le pagne choisi, avec des motifs en forme de demi-croissant lunaire, vous allez le voir, représente l'égalité homme-femme qui devra contribuer au développement de la Côte d'Ivoire dans la paix et la stabilité. Nadia Edja, Mathurin Badé. Présente dans la mode africaine depuis des lustres, le pagne est l'un des accessoires de beauté et surtout de féminité sur le continent. C'est donc à juste titre que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant l'a choisi comme l'un des emblèmes de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Pour le ministère de tutelle, les motifs de cette année sous forme de demi-croissant lunaire sont chargés de sens. Les motifs en forme de 2 demi-croissants lunaires distincts mais unis matérialisent l'aspiration de notre pays à atteindre l'égalité homme-femme. Et ces motifs harmonieusement répartis symbolisent le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix et l'union malgré la diversité ethnique, religieuse et culturelle. Instituée depuis 1977, dans la résolution 3242 de l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale de la femme est le lieu de poser un regard sur l'action de la femme dans le développement des nations en vue de lui reconnaître sa place dans la société. La célébration d'une journée internationale de la femme, dénommée GIF, dédiée à la promotion des droits de la femme, offre aux États l'opportunité de faire le bilan des avancées en matière d'atteinte de l'égalité homme-femme et d'autonomisation de la femme. Le thème international de la Journée de la femme, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, sera décliné en Côte d'Ivoire sous l'intitulé Promotion économique et sociale de la femme face à la COVID-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Le lancement de la Journée internationale, célébrée le 8 mars de chaque année, se fera dans le courant du mois de février. Dans 4 jours, le 31 janvier précisément, nos numéros de téléphone passeront de 8 à 10 chiffres. Si proches de l'échéance, les opérateurs de téléphonie mobile se veulent rassurants. Selon eux, le processus de migration des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres dans la nuit du 30 au 31 janvier prochain se fera bien. Ils l'ont exprimé au ministre de tutelle ce mercredi en présence de Pierre Dipomelin et Doria Gloire. Dans la nuit du samedi au dimanche prochain, les numéros de téléphone passeront de 8 à 10 chiffres. Les 3 opérateurs de téléphonie mobile, dont les équipes techniques travaillent avec ceux de la RTCI, rassurent les Ivoiriens. Nous avons travaillé d'arrache-pied également de notre côté pour nous assurer que tout sera effectué dans cette nuit du 30 au 31. Nous avons déjà procédé à 2 tests grandeur nature au milieu de la semaine dernière et le week-end dernier. Nous avons donc corrigé les petites défaillances que nous avons observées et je peux vous assurer que nous sommes fin prêts pour faire ce basculement. Le directeur général de la RTCI est quant à lui revenu sur l'importance de cette opération qui élargit les champs de numérotation. Il est permis aux opérateurs de faire cohabiter les numéros à 8 chiffres et ceux à 10 chiffres jusqu'au 28 février 2021.
Les opérateurs apporteront assistance à leurs clients en cas de difficulté par des actions dans leurs agences et aussi par l'appui depuis leur call center. Pour rappel, dès le 31 janvier, les abonnés d'Orange devront précéder leur numéro de 07 pour les mobiles et 27 pour les fixes. Ceux de MTN, ce sera 05 pour les mobiles et 25, et les abonnés Move auront pour préfixe 01 pour les mobiles et 21 pour les fixes. Les acteurs de la mise en œuvre du programme de gestion du littoral ouest africain intitulé WACA se sont retrouvés ce mercredi à Abidjan. Au menu, la restitution de l'étude d'évaluation quantitative des risques naturels en vue de la mise en place d'un système d'alerte précoce dans la zone pilote de Grand Laou, l'une des localités touchées par la montée des eaux territoriales. Plus de précisions avec Thiemé Dangé et Eric Imo. Cordon sableux d'Assini, installation portuaire de San Pedro et d'Abidjan dans le canal de Vridi ou Laou Banda à Grand Laou sont autant de sites en Côte d'Ivoire directement menacés par l'érosion côtière. Comment améliorer la résilience des communautés ciblées et ces zones côtières? La réponse est au centre de cet atelier qui réunit experts environnementaux et représentants de communautés impactées. Les porteurs du projet décrivent un état des lieux préoccupant. On a fait une étude qui nous a permis d'identifier la réalité des dangers qui peuvent se produire sur ces villages côtiers et sur Grand Laou, à la fois les problèmes qui sont liés à l'embouchure, qui se déplace, qui détruit et qui a détruit tout l'ancien village de Laou Panda et qui continue d'ailleurs à détruire. Mais au-delà de l'érosion par l'embouchure, il y a également la mer qui attaque le territoire. Pour l'équipe de coordination, des mesures urgentes s'imposent, faute de quoi des localités déjà impactées vont disparaître de la carte du pays. Face à cette situation, il fallait des actions. Et donc c'est pour cela que ce projet est là. Et nous avons commencé à y travailler à travers des études. La restitution va nous permettre de voir quels outils il faut déployer pour réduire les inondations et les submersions marines dans cette zone. Le projet pilote de l'étude concerne la localité de Grand Laou dans la région des Grands Ponts. Les mesures de résilience arrêtées au terme de l'étude d'évaluation quantitative vont s'étendre aux autres zones côtières. Et ce grand oral du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme face aux journalistes ce début de semaine, occasion pour Bruno Nabagné-Koné de dresser le bilan de son action à la tête de ses départements ministériels, mais aussi de faire ses projections pour 2021. Pierre-Di Pomelin, Tanguy Conan. Des logements décents pour tous, un défi pour le gouvernement ivoirien. Seulement 20% de ménages vivent dans leur propriété. Le déficit s'élève à 500 000 unités de logements par an. Face aux journalistes, à l'occasion d'un déjeuner de presse, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a fait un tour d'horizon de ses actions à la tête de ce département. Parmi les bons points, une relative célérité dans la délivrance des ACD, arrêtés de concession définitifs. D'importants efforts ont été faits pour traiter le stock de dossiers présents dans nos services. Et cela a conduit à la signature en 2020 de plus de 17 000 ACD, contre une moyenne de 5 500 au cours des 5 dernières années. Le ministre Bruno Nabagné-Koné est revenu sur le nouveau contrat de bail à usage d'habitation qui stipule que le locataire devra payer au bailleur 2 mois de caution et 2 mois de loyer d'avance. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect. À ce niveau, je voudrais rappeler que nous avons introduit dans l'annexe fiscale 2020 un renforcement des sanctions, avec une taxe sur l'excédent perçu par le bailleur qui est passée de 20% auparavant à 300% en cas de non-respect de la réglementation. Toutes les sommes au-delà de 2 mois de caution et de 2 mois de loyer d'avance sont désormais taxées à 300%, soit le triple du montant ou le triple de l'excédent perçu par le bailleur. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a annoncé la restructuration de 5 quartiers précaires. Ces quartiers bénéficieront d'infrastructures de base en vue d'améliorer le cadre de vie. Ça y est, c'est fait. L'Ivoirien Jacques Anouma vient de voir sa candidature définitivement retenue
par la commission de contrôle de la Fédération internationale de football association, la FIFA. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football sera face à 4 candidats dans la course. L'élection est prévue le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc, comme nous le rappelle Salif Yalekoué. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, le président de la Fédération de football de la République islamique de la Mauritanie, Ahmed Yahya, et le président des Mamelodi Sundowns, le Sud-Africain Patrice Motsepe, sont les 4 candidats retenus pour la course à la présidence de la Confédération africaine de football CAF par la Commission de contrôle de la Fédération internationale de football association FIFA. Les 2 derniers cités avaient pourtant vu leur dossier partiellement validé par la commission de gouvernance de la CAF, l'organe chargé d'apprécier la probité des prétendants à la présidence de l'instance africaine. Motsepe et Yahya devaient passer à la commission de gouvernance ce 28 janvier pour être auditionnés. Sans surprise, la commission de contrôle de la FIFA a opposé une fin de non-recevoir à la candidature d'Ahmad Ahmad. Le président sortant qui briguait un second mandat avait été suspendu 5 ans fin novembre pour des faits supposés d'abus de pouvoir et de détournement de fonds. Le Malgache a décidé de porter l'affaire au niveau du tribunal arbitral du sport, instance suprême en matière de litige sportif. Constant Omari, assurant l'intérim à la tête de la CAF, a été aussi bloqué dans sa quête d'un siège au Conseil de la FIFA. Dans un courrier adressé à l'administration de la CAF, le patron de la commission de contrôle de la FIFA, Moukoul Moudgal, indique que le Congolais n'est pas éligible en raison d'une enquête formelle en cours par la commission d'éthique de la FIFA. L'Ivoirien Jacques Anouma a pour sa part salué cette décision. Après la commission de gouvernance de la CAF, la commission de contrôle de la FIFA m'a notifié ce jour mon éligibilité à la présidence de la CAF et à la vice-présidence de la FIFA. La voie s'ouvre pour qu'ensemble nous servions le football africain pour lui restituer ses lettres de noblesse et d'honorabilité. L'Assemblée générale est prévue le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc. On termine avec ces images qui nous viennent du Ghana. Le pays enterre son ancien président Jerry Rawlings, mort le 12 novembre dernier dans les 2 principaux partis du pays. Récemment aux prises lors d'élections extrêmement serrées, se disputent toujours l'héritage. Les hommages nationaux ont commencé dimanche et ont duré 4 jours. D'abord prévus le 23 décembre dernier, les obsèques ont été annulées au dernier moment, puis repoussées de plus d'1 mois après des batailles entre sa famille, les chefs traditionnels et des responsables politiques parvenus au pouvoir en 1981 après 2 coups d'État successifs. Jerry Rawlings s'y est maintenu pendant 19 ans, dont 11 ans de régime militaire et 2 mandats présidentiels. Il reste aujourd'hui une figure tutélaire dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.